Poutine est un paradoxe à lui seul. Aujourd'hui, notamment, il sera sans doute élu président de la Russie pour la 4e fois avec un score plébiscitaire. Mais jamais il n'a été si critiqué sur la scène internationale où il est personnellement accusé par la Grande-Bretagne d'avoir commandité le meurtre d'un agent double. Bonjour Anniva. Bonjour. Vous êtes grand reporter, journaliste indépendante. Vous avez vécu 10 ans en Russie et vous y êtes retourné très récemment pour comprendre pourquoi les Russes votaient Poutine. Ça donne lieu à un livre, Un continent derrière Poutine, avec un point d'interrogation, et un documentaire diffusé ce soir à 17h05 sur France 5. Anniva, Vladimir Poutine aurait pu terminer tranquillement sa campagne présidentielle. Le voilà qui est accusé d'empoisonnement et de ressusciter par là même le temps et les pratiques douteuses de la guerre froide. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas du tout. Ce genre d'accusation a déjà eu lieu entre la Russie et le monde occidental. Vous savez, en matière d'espionnage, il y a eu en 2006 cette affaire également à Londres de Litvinenko. La Grande-Bretagne avait attendu quand même 2016, donc 10 ans, pour déclarer officiellement l'enquête et tout ce qui s'était passé. Tandis que là, la Grande-Bretagne a réagi beaucoup plus rapidement. Il est question de sanctions. Est-ce que Poutine doit redouter ces sanctions et des mesures de rétorsion de la part non seulement de la Grande-Bretagne, mais de ses alliés qui sont solidaires ? Alors, je ne pense pas que ce qui a été annoncé par Theresa May il y a quelques jours et qui hier ou avant-hier, je crois que c'était hier plutôt, le Kremlin a réagi de façon évidemment symétrique à ce que Theresa May avait dit, c'est-à-dire elle a expulsé 23 diplomates, la Russie en a expulsé 23. Je trouve que ces sanctions sont plutôt modestes, c'est-à-dire je ne crois pas que ça fasse peur à Poutine et encore moins au peuple russe. En tout cas, pour avoir suivi ce qui se passe en Russie là, minute par minute avec ce vote, ça n'est pas un sujet de discussion, si vous voulez. Le gros sujet de discussion en Russie aujourd'hui, c'est oui, il fait froid, il fait plus froid qu'en France, il y a plus de neige, on va voter Poutine, pas forcément de gaieté de cœur, et puis on verra bien ce qui se passera à partir de demain. Les Russes sont assez fatalistes. Ça ne veut pas dire qu'ils subissent tout ce qui se passe, mais ils savent très bien que voter Poutine pour un 4e mandat, ça veut dire que la Russie va pas forcément changer, mais en même temps, leur donne-t-on le choix ? On va y revenir à ce que les Russes attendent de Poutine ou ce qu'ils n'attendent pas, à ce fatalisme russe par rapport à cette élection. Mais avant cela, la Russie est l'objet de critiques en raison de sa politique en Syrie, de son ingérence dans l'élection présidentielle américaine l'an dernier, de sa politique en Ukraine depuis quelques années. Les tensions internationales telles que les a connues Poutine depuis 18 ans ont eu quel effet sur sa popularité ? Paradoxalement, un effet plutôt positif, parce que, comme vous venez de le souligner, toutes ces critiques émanent quand même de l'Occident. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, en tant que reporter, je suis une intermédiaire, donc j'essaye de faire comprendre à un public occidental ce qui se passe dans d'autres pays, et quelle est la mentalité de la société de cet autre pays. Mais les Russes, et c'est pas nouveau, ne voient pas les choses de la même façon que nous les voyons. Ils se voient comme une forteresse assiégée. Mais bien sûr, mais d'abord on leur a mis ça dans la tête. Puis ça, Poutine n'a rien inventé. C'était déjà le fait, c'était la propagande soviétique dans toute sa splendeur, la forteresse assiégée. Donc la Russie, après la dislocation de l'URSS fin 1991, rappelez-vous ces années de chaos, mais de liberté extraordinaire du début des années donc de 90 et toutes les années 2000 sous Boris Yeltsin. Mais en même temps, au niveau économique, c'était un désastre. Les Russes avaient tout perdu. Ils passaient directement d'un système économique d'État à un système privé. Et puis Poutine est arrivé. Il est arrivé d'abord parce que Yeltsin est allé le chercher. Quand Yeltsin est allé le chercher fin 1999, personne ne le connaissait, Vladimir Poutine. Et puis, il a été accepté, il a fait son trou, et lui, il est arrivé au moment où les Russes ont commencé à se développer, à développer leur classe moyenne. Donc les Russes associent énormément ce bien-être économique tout à fait relatif à nos yeux, mais pour eux c'est important, aux années Poutine. On va y revenir. Anniva qui publie Un continent derrière Poutine, point d'interrogation. 109 millions de Russes voteront donc aujourd'hui. Quelles sont les options sérieuses qui s'offrent à eux en dehors de Poutine ? Oui, ils sont 146 millions, les Russes. Les options sérieuses, il y en a pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine va être élu aujourd'hui même, ce soir, au premier tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième tour. Depuis que dans la Russie post-soviétique, avec ses élections dites démocratiques, il n'y a pas de deuxième tour. Alors, ce qui va être intéressant
d'observer, c'est évidemment le score de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va être sensiblement inférieur au score précédent? Supérieur, je ne le pense pas. Est-ce qu'il y a davantage de gens qui n'iront pas voter? Ça, je pense que c'est intéressant même pour le Kremlin. Ils ont un objectif 70-70, disent-ils. On veut faire 70% des voix et on veut 70% de participation. Ça me semble assez optimiste. 70% des voix et 70% de participation. Aux dernières présidentielles, Poutine n'a pas fait 70%. Il a fait 63 et quelques. Donc, moi, j'ai rencontré énormément de gens là qui m'ont... Il y a une certaine lassitude vis-à-vis de Poutine. Lassitude qui est compréhensible puisque il est là depuis longtemps. C'est son 4e mandat et il a annihilé toute alternative. C'est-à-dire que même s'il y a un communiste dont on se dit qu'il va sans doute arriver le numéro 2, parce que c'est ça dont parlent les médias russes dans les derniers jours. C'est qui sera numéro 2 finalement. Alors il y avait un candidat qui s'appelait Zyuganov, qui pendant les derniers scrutins était toujours le numéro 1 du Parti communiste. Aujourd'hui, Zyuganov a laissé la place, il y a du jeunisme aussi en Russie, à un plus jeune que lui, qui est un milliardaire, qui dirige un Sovkhoz, le Sovkhoz Lénine. Qui fait des fraises. Qui fait des fraises, exactement. Alors, Groudinine. Ce Groudinine arrivera-t-il en seconde place ou pas? Il y a aussi la possibilité qu'il y ait Vladimir Zhirinovsky, qui est un vétéran de la politique post-soviétique et qui excelle en l'art d'insulter tout le monde dans les débats. Il a traité la candidate, la seule femme candidate, dans un débat cette semaine, de prostituée, ni plus ni moins. Elle lui a jeté un verre d'eau à la figure. Elle-même issue de la télé-réalité. Alors elle est issue de la télé-réalité, elle a 36 ans. Elle est également la fille d'un certain Anatoly Sobchak qui est mort quand elle avait 18 ans, qui était le maire de la ville de Saint-Pétersbourg, très démocrate, très libéral, très ouvert d'esprit. Et cet Anatoly Sobchak avait quand même comme employé dans sa mairie Vladimir Poutine. Donc il y a un lien presque filial, en tout cas familial, entre Ksenia Sobchak et Vladimir Poutine. D'aucuns disent, les mauvaises langues disent, que c'est évidemment avec l'assentiment du Kremlin que Ksenia Sobchak s'est présentée. Vous avez parlé d'élections dites démocratiques, l'est-elle ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Bien sûr, nous voyons le monde entier à l'aune de notre propre système. Toutes les guerres que j'ai couvertes en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, j'ai vu des populations civiles se rendre compte que finalement, ce que nous on appelait démocratie, c'était pas la même chose pour elles. Donc c'est la même chose pour les Russes. Les Russes ont vécu pendant plus de 7 décennies sous un système communiste, une dictature soviétique. Ils en sont sortis très mal en point. Et puis depuis, ils n'ont eu que des bouleversements. Alors, le pluralisme en Russie n'est pas la même chose que le pluralisme chez nous. Et évidemment, le Kremlin en joue. Est-ce que le Kremlin joue de son bilan? Parce qu'on parle de Poutine, de sa politique étrangère, de sa communication, de sa mainmise sur les médias. A-t-il un bilan? Et vous qui avez sillonné la Russie pour interroger des familles qui s'apprêtent peut-être à voter pour Vladimir Poutine aujourd'hui, quel bilan intérieur lui reconnaissent-elles? Personne ne parle de son bilan. Pratiquement personne. Tellement il y a justement cet a priori que les dés sont pipés, que les jeux sont faits. Et surtout, David Abiker, que sans Poutine, la Russie va sombrer dans le chaos. Ça, c'est ce qui m'a marqué quand même dans ce road movie de 4 mois en Russie. C'est ce que vous disent les Russes? Oui, absolument. C'est ce que me disent les Russes et je ne pensais pas qu'ils le diraient à ce point-là. Un peu comme De Gaulle, c'est moi ou le chaos? Absolument, absolument. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui le pensent, même des personnes qui sont anti-Poutine, qui ont envie que ça change. Elles sont angoissées. Mais elles ont peur. Objectivement, a-t-il redressé l'économie? Alors, la Russie est-elle aujourd'hui un pays exsangue qui est l'objet de sanctions économiques? Est-ce que malgré ça, les sanctions n'ont pas détruit complètement l'économie russe, mais l'économie russe, une fois de plus, n'a rien à voir avec notre économie, puisque l'économie russe est passée de ce système totalement étatique à un système privé, avec beaucoup de soubresauts. Alors, il n'y a pas le même niveau de vie en Russie qu'en France. Les salaires ne sont pas les mêmes. Mais tout de même, il y a effectivement cette éclosion de la classe moyenne, le fait que les villes se sont modernisées, pas seulement Moscou et Saint-Pétersbourg. Vous pouvez aller dans n'importe quelle grande ville, en Sibérie, dans l'Oural, jusqu'à l'Extrême-Orient. Ce que vous avez fait. Il y a Internet, il y a de la modernité. Enfin, voilà, la Russie est moderne. Et ça, les Russes ont aussi envie qu'on le sache en Occident. Ils ont un peu assez qu'on les prenne pour des retardés. J'ai lu, Anne Niva, en introduction de votre livre, que vous dites que Poutine, il va sans grand enthousiasme dans cette élection, et ce 4e mandat n'est pas celui qui l'excite le plus. Mais si vous voulez, ça c'est effectivement c'est mon analyse. Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine et je n'ai aucune preuve. Mais j'ai comme l'impression, et d'autres observateurs que moi le disent, qu'il y a une certaine lassitude de la part de Vladimir Poutine. Et on l'a vu dans le fait qu'il n'a pas fait campagne. Lors de la dernière
sa dernière réélection, donc son 3e mandat en 2012, il avait fait une campagne effrénée. Ça l'avait fatigué, ça l'avait agacé, parce que les débats, faut s'y préparer. Et là, il n'a fait aucun débat. Donc, il n'a pas fait campagne, il a fait 2 meetings, il arrive tel un Johnny Hallyday russe, si vous voulez. Il est présenté comme ça quand il arrive sur scène, pratiquement. Ouais. Il dit 2 mots et il s'en va. J'ai l'impression, quand il fait sa conférence de presse annuelle qui dure plusieurs heures, avec des milliers de journalistes qui souvent applaudissent à ce que dit Vladimir Poutine, eh bien, j'ai senti cette lassitude. Il se met moins en scène qu'avant. Alors, l'est-il vraiment ou pas? Le fait est qu'en 2024, il aura plus de 70 ans, qu'il aura quand même déjà tout fait, tout vu, tout connu. Peut-être estimera-t-il nécessaire, utile, de partir la tête haute, tout en ayant choisi son successeur, qui sera évidemment quelqu'un qui ne lui posera aucun problème. Anne Niva, merci, grand reporter. Je rappelle que vous venez de publier Un continent derrière Poutine aux éditions du Seuil. C'est également le titre d'un documentaire qui sera diffusé aujourd'hui même sur France 5 à 17h et que je vous recommande vivement. Oui, merci pour savoir ce qu'il y a dans la tête des Russes. Exactement, merci à vous. Merci. Dans un